Bonjour Jacques Mistral. Bonjour. Vous êtes économiste, conseiller spécial à l'IFRI, vous enseignez à Sciences Po, vous êtes haut fonctionnaire et dirigeant d'entreprise et vous avez écrit ce livre, La science de la richesse, essai sur la construction de la pensée économique. On en a déjà parlé en parole d'auteur. On va s'arrêter sur un chapitre très important qui s'intitule La fable des marchés efficients. Vous écrivez « Le reflet de la société est un outil de sa transformation ». Et vous concluez par la volonté de renouer avec l'économie politique aujourd'hui, en 2019. Alors la crise de 2008 a-t-elle mis fin, depuis donc maintenant 11 ans, à cette fable des marchés efficients que vous dénoncez et qui était autrefois, jusqu'à cette crise, la pensée dominante chez vos collègues économistes? Merci pour cette nouvelle invitation. Ça me fait très plaisir que vous attaquiez par les marchés efficients qui effectivement sont un point de repère important dans la pensée économique des 15 dernières années. Alors de quoi parle-t-on à propos de marché efficient? Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas d'une idée générale disant l'économie de marché c'est plus efficace que l'économie planifiée par exemple. On ne parle pas du tout de ça. Les marchés efficients c'est une théorie de la finance. Une théorie de la finance qui s'est imposée dans le dernier quart de siècle en partant de pas grand-chose parce qu'il y a 25-30 ans il n'y avait pas de théorie financière. Et puis ça a été un bourgeonnement spectaculaire de recherche et de travaux souvent très pointus, qui ont eu un effet intellectuel saisissant dans la profession, en aboutissant à des résultats qui étaient assez contre-intuitifs. Et c'est ce qui explique le succès académique, disons. Mais à côté de son succès académique, il y a un phénomène formidable qui s'est produit alors, c'est que l'industrie financière, qui jusque-là jugeait un peu des choses au doigt mouillé, s'est saisie de ces outils, et en particulier de la théorie des options, pour créer une industrie nouvelle avec les produits dérivés. Et c'est à partir de là qu'on est arrivé à la crise de 2008 qui, d'une certaine manière, sanctionne la fin de cette fable, puisqu'elle reposait sur un paramètre, une hypothèse absolument centrale, c'est-à-dire la distribution normale des risques. Et on voit bien qu'on avait oublié juste un phénomène particulier des marchés financiers, c'est que la distribution des risques, à certains moments, n'est pas normale et qu'il y a des phénomènes de fin de chaîne qui produisent une crise. Donc, est-ce une pensée dominante? D'après ce que je viens de dire, ça en a toutes les apparences pendant une période. Mais on aurait tort de penser que la discipline économique s'est réduite à cela. La théorie de la finance, d'abord, est un compartiment très particulier. Et les opposants à cette théorie ont toujours été extrêmement nombreux et actifs. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'entre eux qui ont reçu des prix Nobel, dont Schiller, qui a été le principal opposant à la théorie des marchés efficients. Donc je crois qu'il faut retenir l'idée qu'effectivement cette pensée a eu un rôle disproportionné, reposait sur un fondement très fragile, qu'elle est donc passée au rang des accessoires intellectuels, mais ne pas oublier que pendant ce temps-là, les germes de pensées différentes étaient aussi présents. Alors comment ça se fait qu'une pensée dont vous expliquez qu'elle est aussi marginale, finalement aussi incompréhensible... Je n'ai pas dit marginale quand même, elle a joué un rôle central. Au tout départ, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Comment est-ce qu'elle s'est imposée véritablement dans les esprits de façon dominante, même si ce n'était pas la seule, vous l'expliquez très bien dans votre livre. Et est-ce que la sophistication des modèles utilisés par les économistes n'a pas fait une sorte d'écran de fumée qui a fait qu'en gros, comme personne n'y comprenait rien, on s'en est remis au calcul? Alors, elle s'est imposée intellectuellement parce qu'il y a des choses brillantes, et qu'il y a une séduction des choses brillantes. Elle s'est imposée surtout par le fait que les grandes institutions financières américaines s'en sont saisies pour faire des profits. C'est ça qui est à l'origine de leur succès. Les modèles, c'est une source de malentendus fréquente, et je suis heureux que vous posiez cette question, parce que c'est une source de malentendus fréquente entre les économistes, dont c'est le vocabulaire habituel, et puis les spécialistes des autres sciences sociales et le public. En fait, il faut dédramatiser cette question-là, à mon avis, et penser en termes de modèles, c'est uniquement s'efforcer de penser des choses très compliquées de manière claire. Donc ça veut dire des définitions précises, des relations fonctionnelles sans ambiguïté,
de mettre ensemble des relations pour former un système d'équilibre, d'ensemble, et donc avoir une vision du phénomène qu'on veut étudier. C'est pas beaucoup plus que cela, et les économistes le savent. Ils savent qu'on ne découvre à la sortie du modèle que les hypothèses qu'on y a mises. D'ailleurs, avec les marchés efficients, vous voyez bien, on retrouve à la sortie l'hypothèse des distributions normales, et c'est ça le vice. Donc il faut être évidemment extrêmement vigilant. Toutes les sciences procèdent comme ça. Et le fait que ça devienne plus compliqué, comme vous le dites, c'est pas anormal, c'est même dans la nature du progrès des connaissances dans toutes les disciplines. On ne dit pas que la physique est devenue plus éloignée de son objet parce qu'elle est devenue elle aussi une physique extrêmement mathématique pour rendre compte de choses très très bizarres, par exemple avec la mécanique quantique. Donc je ne mettrai pas ça sur ce... C'est vrai que c'est une complication, c'est vrai que ça rend les choses difficiles d'accès, mais ce n'est pas l'essentiel. Non, la réalité des modèles aujourd'hui, c'est très éloigné de ce qu'on présente souvent comme une caricature, n'est-ce pas? L'équilibre concurrentiel, les prix flexibles, l'information parfaite, les agents rationnels. Non, tout ça, c'est la première leçon, des premières leçons d'apprentissage du vocabulaire. Mais la réalité de la recherche et de l'enseignement aujourd'hui, c'est marché imparfait, pouvoir de monopole, rationalité limitée, information asymétrique, le poids des institutions, des relations de pouvoir. Voilà ce qui fait depuis 10 ans, en développant les germes que j'évoquais tout à l'heure, voilà ce qui fait depuis 10 ans la recherche et l'enseignement de l'économie. Alors justement, vous dites que la science économique s'est toujours articulée entre ces outils-là qui sont de plus en plus sophistiqués, une pensée globale. Est-ce qu'on a négligé cette pensée globale quand même à la faveur de ce qui s'est passé? Et est-ce qu'une nouvelle pensée pourrait émerger de toutes ces contestations que vous avez décrites tout à l'heure et qui n'ont pas disparu? Alors ça, là, on entre vraiment dans les sujets difficiles et tournés vers l'avenir. Ce qui est exact, c'est que depuis les origines, la discipline économique est étroitement liée à la philosophie politique. D'ailleurs, vraiment aux origines, c'est-à-dire au XVIe siècle, les fondateurs sont les mêmes. Je cite juste deux noms, mais Jean Bodin en France et David Hume en Grande-Bretagne, les deux sont à la fois économistes, la théorie monétaire de Bodin, la théorie de la balance des paiements de Hume, et sont aussi connus pour leur contribution à la science politique. C'est à partir du XVIIe, XVIIIe siècle que les choses se séparent, les deux disciplines se séparent. Et pourquoi? Tout simplement parce que la réalité fait que les deux sphères économiques et politiques se dissocient. C'est pourquoi, avec le capitalisme pour l'économie, disons, et l'État-nation pour l'organisation des pouvoirs politiques, on voit le besoin d'avoir deux disciplines qui vont être liées. Comme les deux sphères sont étroitement liées, elles agissent mutuellement. La politique influence l'économie et l'économie influence le gouvernement. Donc, c'est là la jeunesse de ces deux sphères. Et toute la suite de la pensée économique va être étroitement associée chez les classiques, avec Marx, avec Walras, Keynes bien sûr, et avec Hayek à la fin, qui est le représentant en termes de philosophie politique de ce qu'on appelle le néolibéralisme et des courants de pensée économique qu'on évoquait tout à l'heure, la finance et le nouveau classicisme. Et que vous décryptez dans ce livre en le mettant à nu. Voilà. Donc c'est ce lien entre les deux. Il faut parvenir, quand on est économiste ou politique, de sciences politiques, il faut parvenir à comprendre qu'on travaille sur une sphère indépendante, mais en cherchant les liens. C'est la réponse à votre question. Souvent, on dit il faut que la politique maîtrise mieux l'économie, mais je tiens à rendre l'affaire symétrique, puisqu'il y a d'un côté le fait que, effectivement, la politique doit maîtriser l'économie, mais il faut bien aussi que l'économie s'inspire, s'enracine dans la philosophie politique, comme l'avait fait Keynes. Alors, on va voir une application concrète avec ce grand défi de la transition énergétique, écologique et environnementale. Vous avez dirigé en 2015 le livre « Le climat peut-il changer le capitalisme ?» auquel ont notamment participé Michel Rocard et Jean Tirole. Alors, à quelles conditions est-ce que l'économie politique pourrait répondre aujourd'hui aux nécessités de cette transition? Elle en éclaire bien des aspects, elle n'éclaire pas tout, mais elle en éclaire bien des aspects sur un sujet dont il faut bien dire qu'il est épouvantablement compliqué par les enjeux. Alors le livre que vous évoquez
qui réunit une dizaine de collègues, a cherché à prendre la question d'un petit peu haut. Hein. On n'a pas de recette miracle, mais ce qu'on prétend parfois quand on dit qu'il y a le prix du carbone, bien sûr, il y a le prix du carbone, on va en dire un mot, mais on reprend le problème d'assez haut en se demandant comment le capitalisme a changé dans le passé et comment il peut changer dans l'avenir. Et moi, ce qui m'a frappé dans mes études d'histoire économique et politique, c'est la façon dont beaucoup ont sous-estimé au XXe siècle la possibilité pour le capitalisme de muer, de se transformer et de changer. Souvenez-vous, pendant des décennies, on a cru que le capitalisme ne pouvait produire que la paupérisation absolue de la classe ouvrière. Après, comme c'était manifestement pas vrai, on a dit la paupérisation relative. Mais il a fallu un geste de grande audace pour un marxiste comme Michel Aglietta pour dire bon, il faut abandonner tout ça et reconnaître que l'étape actuelle du capitalisme, le Fordisme, c'est quelque chose qui repose, pas qui permet, qui repose sur l'élévation du niveau de vie des salariés. Donc il ne faut pas commettre une erreur comparable à propos du climat, parce que beaucoup pensent que par définition, le capitalisme serait engagé dans l'exploitation des ressources naturelles. Mais c'est comme il était engagé dans l'exploitation des prolétaires du XIXe siècle. Donc il peut changer. Hein, il ne faut pas faire la même erreur. Mais va-t-il changer? Ça, c'est plus difficile, parce qu'il faut trouver le mécanisme qui effectivement oriente les forces de marché dans une direction plus propice pour le climat. Et c'est là qu'intervient la proposition des économistes, car effectivement, la plupart des économistes pensent que de mettre un prix au carbone est une bonne solution, parce que c'est le moyen de faire rentrer dans les choix économiques des consommateurs comme des États, comme des entreprises, le fait que les choix techniques doivent économiser, réduire, annuler les émissions de carbone. Et que sans cela, on se prive d'un outil considérable. Mais il y a des conséquences sociales. Alors, c'est là qu'on voit le lien avec la politique, c'est que pour s'engager dans cette direction, évidemment, il y a une difficulté qu'il n'y avait pas avec le Fordisme, c'est que le Fordisme, c'était mieux balancé. On avait des augmentations de salaire, mais souvenez-vous, elles venaient quand même en contrepartie des augmentations de productivité. Donc c'est ce couple qui permettait le Fordisme. Donc là, il faut trouver un mécanisme qui effectivement permette de prendre en compte le facteur climat dans les choix économiques, tout en préservant l'état de la répartition, et on voit que c'est difficile puisque les Gilets jaunes ont montré un échec. Il y a bien d'autres expériences de ce type qui montrent que la synthèse est extrêmement compliquée. Et donc la façon modeste par laquelle les économistes peuvent être aussi utiles dans ce débat, c'est dire attention aux innombrables erreurs qu'on peut commettre pour privilégier la lutte contre le réchauffement, alors qu'en réalité, les choix techniques qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif sont parfois très compliqués. Eh bien, un grand merci vraiment d'être venu reparler de votre livre, Jacques Mistral, sur le plateau de Xerfi Canal. J'y renvoie et j'y renvoie aussi Le climat peut-il changer le capitalisme? Merci.